Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une proposition politique assez particulière, qui cherche une troisième voie entre la légalisation et le tout répressif. Il s'agit du programme du parti LFL 2027, spécifiquement sur ce qu'ils appellent les stimulants à haut risque. C'est une approche qui se veut chirurgicale, alors voyons ensemble comment tout ça est articulé. Alors, première chose, et c'est vraiment le point de départ de toute la logique, ce programme ne parle pas de toutes les drogues. L'approche généraliste est volontairement mise de côté. L'idée, c'est de se focaliser très précisément sur une seule catégorie de substances, les stimulants à haut risque. Et de quoi parle-t-on concrètement? Le programme cible 5 familles de produits très spécifiques: la cocaïne et son dérivé le crack, les amphétamines, la méthamphétamine et les catinones de synthèse. C'est important de comprendre que toute la stratégie qui va suivre ne s'applique qu'à ces substances, parce que leur profil de risque est considéré comme totalement à part. Et cette citation, tirée directement du document, résume parfaitement la philosophie de départ. Je cite: « Ces substances ne sont pas comparables aux autres familles de produits psychoactifs. Les confondre, c'est aggraver les dommages existants. » En fait, tout le raisonnement découle de cette conviction. Ces produits sont si spécifiques qu'ils exigent une politique sur mesure. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans la première partie, le diagnostic. Pourquoi, d'après les auteurs du programme, est-ce que l'approche actuelle ne fonctionne pas? Pourquoi estiment-ils qu'il faut tout revoir? Le document identifie un problème qui est en fait triple, ce qui rend les réponses simples complètement inefficaces. Il y a d'abord les risques sanitaires, qui sont jugés extrêmes, ensuite le lien direct avec des économies criminelles particulièrement violentes, et enfin une très grande diversité dans les profils des consommateurs, ce qui complique encore la donne. Sur le plan de la santé, les conséquences décrites sont vraiment lourdes. On parle d'accidents cardiovasculaires graves, type infarctus ou AVC, même chez des personnes jeunes. À ça s'ajoutent des troubles psychiatriques sévères, un potentiel d'addiction très fort, et une spirale de dégradation sociale qui peut être fulgurante, menant à la rue. L'autre volet du diagnostic, c'est l'aspect sécuritaire. Le trafic de ces stimulants est présenté comme le moteur financier de réseaux criminels très structurés qui génèrent du blanchiment, de l'intimidation et beaucoup de violence. Le document va même jusqu'à qualifier ça de problème de souveraineté nationale. Donc face à ce double constat, sanitaire d'un côté et sécuritaire de l'autre, quelle est la doctrine centrale qui est proposée? Eh bien, elle repose sur une idée assez simple, en apparence mais fondamentale. Il faut absolument séparer deux problèmes que l'on a tendance à mélanger. Mais voilà, tout est là. C'est la clé de voûte de toute la stratégie. D'un côté, on considère l'usager comme relevant d'un problème de santé publique. La réponse, c'est donc le soin. De l'autre côté, le trafiquant est vu comme l'auteur d'un crime de souveraineté. Et là, la réponse est la sécurité. Le but, c'est de ne plus jamais appliquer la même logique à ces deux réalités. Un point sur lequel le texte insiste énormément. Il faut être très clair, il ne s'agit en aucun cas d'une légalisation. Cette option est explicitement rejetée. Le programme ne crée aucun droit à consommer. L'interdit de l'État reste total. C'est la réponse à la transgression de cet interdit qui change radicalement de nature. Alors concrètement, comment cette doctrine se traduit-elle en action? La solution s'organise autour de deux grands piliers qui sont totalement indissociables. Le premier, c'est la santé publique et le second, la sécurité offensive. Le premier pilier repose sur un concept phare, la dépénalisation sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'usage simple de ces produits n'entraîne plus une réponse pénale comme première intention. Par contre, et c'est crucial, il déclenche une réorientation obligatoire vers un parcours de santé, que ce soit en addictologie ou en santé mentale. Concrètement, ça donnerait quoi? Imaginez, une personne est interpellée en situation d'usage. Première étape, l'interpellation par la police ou la gendarmerie. Deuxième étape, au lieu d'aller vers le tribunal, elle est obligatoirement orientée vers les services de santé. Et troisième étape, elle doit intégrer un programme de soins et de suivi qui est lui aussi obligatoire. On sort de la logique judiciaire pour entrer dans une logique sanitaire. Ce volet santé intègre aussi des outils de réduction des risques, mais avec des garde-fous très stricts. L'idée, c'est de protéger sans jamais banaliser l'usage. Ça peut passer par le test de produits pour alerter les usagers sur la présence de substances de coupe dangereuses ou par la prévention des overdoses. Mais tout ça dans un cadre qui ne doit jamais être promotionnel et duquel les mineurs sont, par principe, totalement exclus. C'est un point non négociable. Voilà pour le pilier santé. Et son pendant, c'est le second pilier, la sécurité offensive. La logique est simple. Puisque les forces de l'ordre et la justice ne perdent plus leur temps à courir après le simple usager, elles peuvent concentrer massivement leurs ressources sur les cibles criminelles qui comptent vraiment. Et ces cibles, quelles sont-elles? On parle des têtes de réseau, des circuits financiers qui servent au blanchiment, des chaînes logistiques d'importation et bien sûr de toute la violence et du trafic d'armes qui vont avec. L'idée, c'est de frapper le haut de la pyramide, pas la base. Maintenant, il faut bien comprendre que cette nouvelle approche n'est pas un chèque en blanc. Elle est encadrée par ce que le document nomme des lignes rouges. Ce sont des principes considérés comme absolument non négociables. Et le principe derrière toutes ces lignes rouges, il tient en deux mots: tolérance zéro.
Cette tolérance zéro s'applique dans des cas très précis. D'abord, la protection absolue des mineurs, aucune exposition n'est tolérée. Ensuite, le fait de fournir ces produits à un mineur. Également, toute mise en danger de la vie d'autrui, l'exemple typique étant la conduite sous influence. Et enfin, tous les actes de violence commis sous l'emprise de ces produits. Dans tous ces cas, non seulement la réponse pénale est maintenue, mais elle est même renforcée. Un dernier point important, la mise en œuvre. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Le programme prévoit un déploiement par phase, en commençant par le cadre juridique et la formation des agents. Ensuite, une montée en puissance progressive, avec une obligation d'évaluation annuelle et publique pour pouvoir ajuster le tir, voire abandonner ce qui ne fonctionne pas. C'est une approche qui se veut pragmatique. En résumé, ce qu'on a là, c'est la proposition d'une troisième voie qui refuse en même temps la légalisation et une répression jugée inefficace et coûteuse. La grande question, celle qui conditionne tout le reste, c'est bien celle-ci. Est-ce qu'une stratégie aussi structurée, aussi chirurgicale sur le papier, peut vraiment fonctionner et s'adapter aux réalités si complexes et changeantes du terrain ? C'est tout l'enjeu.